sommet de ce 13h, le réseau national de lutte anticorruption dénonce le règlement à l'amiable dans l'affaire Charbon-Fin qui opposait l'État burkinabé à la société minière Ayam-Gold et Sakan. Pour ce réseau, le gouvernement a manqué une occasion en or de mettre la main sur les acteurs qui font perdre à l'État d'énormes ressources financières. Et puis, ce 2 février est célébrée la journée mondiale des zones humides. Cette journée, instituée depuis 1971, vise à mettre en lumière l'importance des zones humides pour la biodiversité et le bien-être humain. Au Burkina Faso, le ministère en charge de l'environnement marque d'une pierre blanche cette journée. Une opération de salubrité a été organisée au parc urbain Bangroé. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée de BF1. Affaire classée donc dans le procès Charbon-Fin, l'État burkinabé et la société minière Essakane ont trouvé un terrain d'entente. Ayam-Gold et Essakane va verser 9 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État burkinabé. Un règlement à l'amiable qui n'est pas du goût du réseau national de lutte anticorruption. Le RENLAC voit en ce règlement une occasion ratée de connaître la vérité pour condamner les coupables et dissuader du même coup d'éventuels acteurs dans cette pratique qui fait perdre d'énormes ressources financières au Burkina Faso. Stéphanie Bonkongo, Benjamin Kwame. Pour plus de précision. Sagado Nakanabo et ses collaborateurs face à la presse sont tout simplement peinés après l'accord à l'amiable trouvé entre la société minière Essakane et l'État burkinabé sur l'affaire Charbon-Fin. Depuis le 25 janvier 2024, le dossier sur ce Charbon-Fin qui devrait sortir frauduleusement au dire du gouvernement d'alors en 2018 du pays vers le Canada sont rangés dans les tiroirs de la justice. 9 milliards de francs CFA, c'est la somme que versera Essakane à l'État burkinabé qui va saisir aussi les 32 conteneurs de ce charbon. Alors que les Burkinabés attendaient de connaître le dénouement et la vérité sur cette affaire, le procès a été écourté. À entendre le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption est déçu de cette décision bipartite. Nous, on est déçus parce que ce qu'on attendait, on ne l'a pas eu. Malheureusement, au moment où la vérité, où on était proche, selon nous, de la vérité, on a abandonné le jugement. Nous, on n'a jamais entendu Essakane produire une déclaration pour se confesser, dire que vraiment, on reconnaît que ce qu'on a fait là n'était pas bien. Si l'État lui-même, qui est le détenteur du dossier, a décidé de l'abandonner, nous, on prend acte. Le RENLAC prend acte, mais ne laisse pas dissiper le doute et le flou autour de cette affaire qu'elle qualifie de sombre. Pour cette organisation de la société civile qui lutte contre la corruption depuis 1997, cet accord transactionnel méritait d'être bien expliqué à tous les acteurs engagés dans ce procès pour éviter toute suspicion de corruption dans la même affaire. On a approché les procureurs, on a approché le gouvernement et on n'a pas eu satisfaction, on n'a pas eu des réponses qui nous permettent de savoir vraiment qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui a motivé dans le fond cette transaction-là. Le gouvernement a des raisons qu'il ne va pas nous dire. Nous ne voulons pas qu'ils nous disent tout, mais qu'ils nous disent au moins le minimum qui peut nous permettre de comprendre l'accord. Or ça, en tout cas, nous avons dit au ministre des Mines que ce qu'il nous a dit là ne nous permet pas d'accompagner cet accord-là. La déception est là, mais le dossier a été traité et scellé. Conséquence, tous les Burkinabés perdent énormément en vérité car toute la lumière ne sera pas faite sur ce dossier. Sagado Nakanabo demande ainsi au gouvernement de joindre l'acte à la parole dans le cadre de la lutte contre la corruption pour dissuader d'éventuels acteurs dans ce secteur minier. Nous pensons que le Burkina, y compris l'État, nous tous, chacun de nous, a perdu en cela. Ce que nous perdons, c'est la lumière, c'est la vérité sur l'affaire. Ce que nous perdons, c'est la mise en garde à toutes ces sociétés-là et à tous ces acteurs miniers-là qu'il faut qu'ils arrêtent de porter atteinte aux intérêts du Burkina Faso. À ces gens-là, c'est vraiment le mot de respecter le Burkina Faso. Le secteur minier au Burkina Faso rencontre de nombreux problèmes de dysfonctionnement, notamment les taxes et l'exploitation du minerai
Ce procès était donc d'un enjeu capital pour tous les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et pour une gouvernance vertueuse, rappelle encore le RENLAC. Le nouveau président du Conseil supérieur de la communication, officiellement installé dans ses fonctions, Idrissa Ouedraogo, qui remplace à ce poste Abdoulaziz Bamogo pour un mandat de 5 ans, s'engage à consolider les acquis de son prédécesseur. Il promet surtout de lutter contre les fake news, d'instaurer une veille citoyenne sur les réseaux sociaux à travers une régulation des informations. Stéphanie Ouattara, Amadou Diko. Devant autorité gouvernementale et président d'institutions républicaines, Abdoulaziz Bamogo, après un peu plus d'une année passée à la tête du Conseil supérieur de la communication, passe le témoin à Idrissa Ouedraogo. Installé dans ses nouvelles fonctions, le président entrant aura sans doute comme principale mission la lutte contre la prolifération des fake news, les discours de haine et les appels à violence distillés sur les réseaux sociaux et qui constituent de véritables dangers pour la cohésion sociale. À ces défis, faut-il aussi s'attendre à de nouvelles réformes dans la pratique du journalisme au Burkina Faso, bien connu pour ses positions dans l'émission 7 Info de BF1, l'expert en communication. Il est question de bien déterminer et définir les territoires professionnels. Nous n'inventons pas les professions. Ensemble, nous allons les recentrer sur ce qu'elles sont, sur ce qu'ils sont plutôt. Donc c'est ensemble, il n'y a pas d'a priori sur ces questions-là, il n'y a pas d'a priori pour ou contre, c'est ensemble qu'on va juger au fur et à mesure des mesures idoines. Abdoulaziz Bamogo, arrivé à la tête du CSC sur fond de crise, dans un contexte sociopolitique difficile, cède sa place avec le sentiment du devoir bien accompli. Sous son magistère, le régulateur a contribué dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. D'abord, il s'agit des 7 points d'attention sur la responsabilité sociale des médias. Il s'adresse aux responsables des médias et aux journalistes pour dire que nous ne pouvons pas continuer de faire notre travail de journaliste de médias comme on le faisait avant à cause de la crise sécuritaire. Le deuxième élément, c'est la charte de bonne conduite des médias confessionnels. Le troisième élément, c'est le guide de gestion des contenus à caractère confessionnel. Et puis le quatrième et le dernier document, c'est les 10 conseils pour des pratiques responsables sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression directe. Nommé par décret le 31 janvier dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, Idrissa Ouedraogo sera épaulé dans ses fonctions par 8 conseillers pour un mandat de 5 ans. Elle couvre environ 6% de la surface terrestre et elle héberge 40% des espèces végétales et animales mondiales. Au regard de ces chiffres, les zones humides, on peut le dire, ont une importance capitale pour la biodiversité et le bien-être humain. Depuis 1971, la communauté internationale marque une halte pour célébrer la journée mondiale des zones humides. Elle a lieu chaque 2 février au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'environnement et la délégation spéciale de Ouagadougou célèbrent cette journée à travers une opération de salubrité et de reboisement au parc urbain Bangorouégo. De quoi préserver l'écosystème. Abdou Azissari. Ce sont des terrains gorgés d'eau de façon permanente ou temporaire. Les zones humides peuvent revêtir plusieurs aspects. Lacs, marais, prairies ou forêts humides. Mais quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Elles procurent 25% de l'alimentation mondiale à travers des activités de culture, de pêche et de chasse. Au Burkina Faso, le lac des 3 barrages et le complexe urbain Bangorouégo sont identifiés comme des zones humides d'importance internationale au vu des services écosystémiques exceptionnels qu'ils procurent à la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, malheureusement, le site perd de sa valeur à cause de l'insalubrité. C'est pourquoi le ministère en charge de l'environnement et la mairie de Ouagadougou y tiennent cette activité de salubrité. Et au sein de la commune de Ouagadougou, nous avons une convention qui nous lie avec le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement depuis 2001. Et cette convention nous donne la gestion du parc urbain Bangorouégo. Et nous estimons que ce poumon vert au profit de la population de la commune de Ouagadougou
se veut être beaucoup plus salubre. Donc nous profitons de cette journée pour mobiliser nos partenaires techniques et sociaux également, surtout pour nous accompagner dans l'épurement des saletés au sein du parc urbain Bangrowego. Cette opération d'assainissement, mais aussi de reboisement au sein du parc urbain Bangrowego est l'une des activités commémoratives de la Journée mondiale des zones humides. Il faut dire qu'à travers cette célébration, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement et l'ensemble de ses partenaires entendent donner un coup d'éclat à l'action de promotion de la gestion durable des zones humides et partant pour le cas spécifique de Burkina, accorder en tout cas un regard particulier sur les questions d'assainissement des écosystèmes. Et je crois que la rencontre de ce matin s'inscrit dans cette veine qui vise à donner plus de dimensions, donner plus d'éclat aux actions qui sont conduites dans l'optique de promouvoir la gestion durable des zones humides qui sont d'un intérêt capital pour l'ensemble des êtres vivants sur Terre. D'une superficie de 240 hectares, le parc urbain Bangrowego est aujourd'hui inscrit sur la liste des zones humides protégées, de même que le bassin du Sourou, partagé entre le Mali et le Burkina Faso. Et nous sommes vraiment très satisfaits des progrès faits par le Burkina, malgré les défis du moment. Donc c'est pour cela que nous sommes venus, pour célébrer encore une fois la journée mondiale des zones humides au Burkina Faso. Au regard de leur importance pour les populations, le ministère de l'Environnement s'engage à améliorer le fonctionnement d'autres zones humides par la restauration des cours d'eau qui les alimentent. Parlant toujours de préservation de l'environnement, l'Institut Goethe, à travers son projet Learning from Green African Building, veut montrer aux acteurs et décideurs et aux citoyens lambda qu'il existe bel et bien une alternative écologique contemporaine dans le secteur du bâtiment. Pour partager sa vision des choses, il a organisé mercredi dernier une conférence publique sur le projet en question à l'intention des architectes et étudiants en architecture. Abdou Aziz Sari. Le projet Learning from Green African Building, présenté ici aux architectes burkinabés et aux étudiants des instituts de formation en architecture. Il a été conçu par l'Institut Goethe de Dakar pour promouvoir l'architecture écologique. Le Centre culturel allemand estime qu'aujourd'hui, le secteur de la construction est l'un des secteurs les plus polluants au monde à cause de l'utilisation massive du béton. À lui seul, il représente 39% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La réduction de ce pourcentage passe notamment par le développement d'une architecture durable, respectueuse de l'environnement, selon le Goethe Institute. Parce qu'une architecture durable, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est aussi comment il est construit, dans quel urbanisme il s'intègre, quels sont les végétaux qui l'entourent, voilà, par qui il a été construit, est-ce qu'il y a eu une communauté qui s'investit dans ce bâtiment, etc. Donc en fait, ça touche à des questions qui sont beaucoup plus larges que juste la construction d'un bâtiment et juste un matériau. En fait. Ça touche à beaucoup de choses. L'Institut Goethe poursuit que dans un monde aux ressources limitées, l'innovation ne se situe plus dans la course vers les nouvelles technologies, mais dans la réinvention, la réinterprétation, le croisement, l'assemblage et la fusion de techniques traditionnelles issues des cultures, climats et matériaux locaux. On utilise beaucoup de matériaux importés, mais nous avons les ressources ici qu'on peut utiliser. Ça, c'est un peu la première étape pour réfléchir sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur le matériau local, mais en fait, il y a beaucoup de bâtiments déjà qui sont très grands, avec un très grand prestige, qui sont construits sur le matériel local. Pour déjà donner l'exemple en matière de réduction de carbone, le Goethe Institut dit avoir entrepris la construction d'un nouveau bâtiment durable à Dakar, en remplacement de l'ancien institut qui n'est pas adapté au contexte climatique et qui est extrêmement énergivore. Si vous regardez les matériaux locaux qui existent, les fibres de la terre, du bois,
ce sont des matériaux qui ont vraiment des adjectifs bioclimatiques qui ont une solution pour 80% des problèmes qui existent avec les matériaux qu'on construit maintenant. Il faut encore plus développer. Le projet Learning from Green African Building encourage également la réhabilitation des bâtiments précoloniaux faits de terre et de bois plutôt que de les remplacer par des bâtiments en béton et en vitre. Je suis venu à cette conférence, je ne repars pas bredouille, puisque j'ai retenu bien de choses. Et encore, comme je le dis, à travers ces expositions, ce projet est la bienvenue, puisque nous allons non seulement savoir comment entretenir, mais aussi faire la promotion des œuvres architecturales. Lancé en 2021 au Sénégal, le projet Learning from Green African Building va parcourir plusieurs pays de l'Afrique. Après Ouagadougou, ce sera au tour du Nigeria de recevoir la présentation du projet. Dans l'actualité également, l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou a reçu hier la visite d'une délégation de la coopération belge. Elle est venue constater les réalisations qu'elle a financées dans le cadre du projet ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Parmi ces réalisations estimées à près de 30 millions de francs CFA figure l'équipement de la salle visio des écoles doctorales et la radio campus à l'arrêt depuis 4 ans. Rista Tawetraogo, Archimède Boy. La Radio Campus reprend officiellement du service ce 1er février, après plus de 4 années d'arrêt. Son équipement a été totalement renouvelé grâce à l'appui de la coopération belge via le projet ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il faut rappeler que le professeur Frédéric Mouns est à la tête de la délégation de l'ARES venue au Burkina Faso pour l'inauguration de la Radio Campus. Parmi les invités spéciaux de cette émission figure le professeur Jean-François Kobiané, président de l'université Joseph Kizerbo, et le professeur Frédéric Mouns, conduisant la délégation de la coopération belge en visite au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle la délégation belge est venue constater de visu le fruit de son investissement financier. Un investissement qui, selon le président de l'université Joseph Kizerbo, a contribué à booster l'encadrement académique. Un partenariat qui a été vraiment, de notre point de vue, jusque-là, impactant au regard des résultats que nous avons observés dans différents domaines, donc le développement de l'institution, que ce soit au plan de la recherche, des activités académiques, renforcement des capacités. Et dans le cadre de ce nouveau programme d'appui institutionnel 2022-2027, on le voit encore, pas mal de domaines d'importance pour notre université pour lui permettre d'être encore plus performante. Du côté des écoles doctorales, la salle de visio où se tiennent les soutenances de thèse, l'espace doctorant et la salle d'interprétation ont aussi été équipés par le projet ARES. Le professeur Frédéric Moens de la coopération belge est visiblement satisfait d'avoir contribué à la mise en place de l'ensemble de ces infrastructures. Nous n'arrivons pas avec des solutions ou simplement avec des moyens, mais on essaye de s'écouter réciproquement et de voir comment les demandes qui sont celles de l'université Joseph Kizerbo peuvent être rencontrées par les compétences et les moyens que nous pouvons mobiliser. Le succès de l'action, le succès de nos actions dépend nécessairement de la manière dont l'université se les réapproprie et les découvertes de ce matin ne sont que positives à cet égard. Toutes ces réalisations ont coûté près de 30 millions de francs CFA selon l'université Joseph Kizerbo qui nourrit l'espoir de voir la concrétisation des actions prévues pour 2024. Il fait partie des artistes engagés à dénoncer les tares de la société burkinabé depuis les régimes de Blaise Compaoré jusqu'à Rochma Christian Kaboré. Almami Kaji, artiste reggaeman, ne s'est pas dérouté sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Il vient de mettre sur le marché discographique son dernier single intitulé « Tais-toi ». Dans ce single, il dénonce ce qu'il qualifie de musellement des citoyens et les libertés individuelles et collectives qui ont pris du plomb dans l'aile sous l'ère Ibrahim Traoré. Découvrons ensemble son single avec Roméo Kuita.
Ces derniers mois au Burkina Faso, les arrestations et enlèvements de citoyens se sont multipliés. La pratique et le procédé sont dénoncés par certains Burkinabés, mais le phénomène perdure. Des artistes engagés tirent eux aussi la sonnette d'alarme. Le reggaeman Almami Kaji s'insurge contre ces pratiques qui relèvent selon lui d'une autre époque. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon t'es toi. Vive la garnison, sinon c'est la prison. Ça ne va pas, on ne parle pas, c'est l'omerta. Jamais le peuple ne cédera. Tais-toi, c'est le titre de son tout dernier single, sorti officiellement ce 1er février. Dans la chanson, il proteste contre le musellement des citoyens et la remise en cause des libertés fondamentales sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon t'es toi. Ce n'est pas intéressant que des gens qui ont promis une rupture viennent nous ramener en arrière avec des arrestations arbitraires, avec des enlèvements. C'est ça. Tant que tu ne dis pas que tout est bon, tu iras au front. Il y a véritablement un problème. La reggae musique, la musique de façon générale, également qui doit être libérée, notamment en termes de paroles, si elle n'est pas en mesure de dénoncer ce comportement en cours dans notre pays, c'est que la reggae musique n'a plus son sens, n'aura plus son sens. Le combat pour la justice et la liberté est pour lui un principe, un engagement de longue date qu'il n'entend pas trahir après tant de sacrifices. Ce que nous n'avons pas accepté sous les Compaoré, ce que nous n'avons pas accepté sous les Kaboré, ce que nous n'avons pas accepté sous les Damiba, ce n'est pas ce que nous accepterons sous Traoré. Non. Depuis plus d'une décennie, celui qu'on appelle affectueusement l'artiste du peuple se montre très critique vis-à-vis des différents régimes qui se sont succédés. Sous la gouvernance de Blaise Compaoré, il sort la Compaorose, une chanson qui dénonce la corruption et le népotisme. Sous Roch Kaboré, il s'insurge contre la mauvaise gouvernance et l'incapacité, selon lui, du chef de l'État d'alors à trouver une solution à la crise sécuritaire. Dans le titre, Président incompétent. Almami Kaji totalise actuellement 4 albums dans sa carrière. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon t'es toi. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi. Dernier point de ce journal, les quarts de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations débutent ce soir avec le match Nigeria-Angola. Éliminés en 8e de finale par le Mali, les étalons du Burkina Faso ne seront malheureusement pas de la partie. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de résultats des étalons? Nous avons posé la question à l'ancien capitaine du 11 national, Raïm Ouedraogo. Dans cette fête du football africain, Raïm Ouedraogo, ancien capitaine des étalons du Burkina en 2004, trouve d'abord sa satisfaction dans l'organisation et les infrastructures mises en place par la Côte d'Ivoire. Si on y ajoute le progrès des équipes, le spectacle est au rendez-vous selon lui. Je tiens à féliciter le gouvernement ivoirien pour les joyaux qu'ils ont bâtis comme stade. Et vous-même, vous avez vu les pelouses aussi, c'est des pelouses impeccables. Côté organisationnel aussi, c'est bien organisé. Le public est au stade. Avec les pelouses, il y a de beaux jeux et les équipes ont progressé. Les pays ont progressé énormément. Comme on dit, aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations de football. Vous avez vu la Mauritanie, vous avez vu la Namibie et Cap-Vert. Donc, tout le monde a progressé. Malgré les grandes ambitions affichées par le Burkina dans cette 34e édition, le parcours des étalons s'est arrêté en 8e de finale. Une ambition contrariée par la forme de certains cadres de l'équipe, soutient l'ancien international burkinabé. Bon, vous savez, quand on part dans une compétition, il faut être ambitieux. Et la dernière fois, on était demi-finaliste, donc c'est normal qu'on vise plus haut que les demi-finales. Mais vous-même, je pense que beaucoup ont constaté, il y a eu
Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu aller loin. Quand on regarde même l'état de forme de Bertrand qui est revenu d'une blessure, Dango Ouattara qui est une arme pour nous aussi, qui venait d'une blessure. Donc ça, c'est des exemples que je prends. C'est sûr que ça pèse sur une équipe comme le Burkina, car on n'a pas vraiment un très grand effectif comme le Sénégal, où ils peuvent aligner 2-3 équipes. Absent pour la seconde fois à la CAN pour cause de blessure, le buteur Franck Lassina Traoré aurait pu être déterminant dans cette aventure ivoirienne. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut reconnaître aussi que Konaté, cette CAN-là, vraiment il a montré de bonnes choses. Ça, il faut le féliciter. On espère qu'il va progresser. Et quant à l'assaut, c'est vraiment dommage. Ça fait 2 CAN qui ratent. On prie le bon Dieu que ce soit la dernière blessure. Vraiment, l'équipe a besoin de lui. Après l'élimination de prétendants sérieux comme le Sénégal, l'Égypte et le Maroc, le Nigeria et la Côte d'Ivoire apparaissent comme des favoris pour le fondateur de Raimo FC. Mali, Côte d'Ivoire, ça va être un grand match. Le Nigeria est l'équipe la plus sérieuse tactiquement. Donc moi, je pense qu'ils ont vraiment les atouts. Mais la Côte d'Ivoire, une équipe repêchée, une équipe qui était morte, vous savez, et ils sont chez eux. Ils ont des grands joueurs, il faut reconnaître aussi des expérimentés. Il y a la pression de la compétition, tout. Je pense qu'on peut compter sur la Côte d'Ivoire aussi. Les quarts de finale débutent ce 2 février avec Nigeria-Angola à 17h, suivi de RDC-Guinée à 20h. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.